Sa marche conquérante déferlait dans la steppe comme un fleuve destructeur. Ses guerriers stupéfiaient l'ennemi par leur adresse. Il avait pour ambition de conquérir le monde. Et son armée allait envahir toute l'Asie, se répandre au Proche-Orient, avancer jusqu'aux confins de l'Europe. Dans son sillage, ses descendants ont fondé le plus vaste empire de tous les temps. Entré de son vivant dans la légende, il est devenu un des grands noms de l'histoire, Gengis Khan. Pour ses soldats et ses alliés, il était le fils du ciel, un demi-dieu. Pour ses adversaires, un cavalier de l'Apocalypse. Début du XIIIe siècle en Europe. La chevalerie n'a jamais été aussi puissante. Cette élite de guerriers investis d'une mission politique et religieuse symbolise la valeur militaire du monde médiéval, sa force vitale. Depuis le temps que les conflits se succèdent en Europe, cela fait quelques siècles, les chevaliers ont éprouvé et affiné leurs talents. Les tournois sont de sérieuses écoles de prouesse. On se plaît à les croire invincibles. Pourtant, face à l'ennemi qu'ils devront bientôt affronter, ils seront tristement vulnérables. Les prêtres, eux, n'apportent guère de crédit à la chevalerie. Ils fulminent contre le monde impie et redoutent une force que nulle armée ne peut vaincre. Ils s'inspirent pour leurs sermons du livre des Révélations annonçant l'Apocalypse. Un cataclysme qui va réduire à néant toute l'Europe, une invasion de démons déchaînés. Breve Domine misericordiae tue opem exercitue nostro et superis claritate presta. Ce qui se produit en Pologne le 9 avril 1241 ressemble fort à la catastrophe annoncée. Des hordes mongoles sont aux portes de l'Europe. Une armée de chevaliers polonais et allemands menée par Henri II de Silésie s'apprête à les affronter pour la première fois. La bravoure des chevaliers fera-t-elle le poids face aux guerriers mongols? Ces hommes sont animés d'une pugnacité sans pareille, un héritage de leur chef légendaire, Gengis Khan. Toute l'Europe tremble à présent. Elle n'a jamais eu affaire à un ennemi aussi frénétique. Au milieu du XIIIe siècle, les Mongols avaient accumulé d'innombrables victoires, et toujours au nom de Gengis Khan. Mais qui donc était cet homme dont l'autorité posthume poussait encore ses hordes exaltées à la conquête du monde?
On sait peu de choses de la vie de Gengis Khan. Les rares informations dont on dispose proviennent d'une chronique que son fils adoptif, Chigi Kuduku, aurait commencé à écrire peu après sa mort. Un texte intitulé « L'histoire secrète des Mongols ». En l'année du rat, ils se rassemblèrent tous. Les nobles de l'aile droite, les princes de l'aile gauche et les seigneurs de milliers. En chroniqueur consciencieux, Chigi Kuduku rapporte les hauts faits des guerriers mongols et les événements marquants de la vie de Gengis Khan. Mais son histoire secrète est avant tout une épopée, une saga poétique qui magnifie le parcours de son héros, sans omettre pour autant les aspects les plus sombres de sa personnalité. Nous sommes en Asie centrale, au milieu du XIIe siècle. Yesugei, le chef d'un clan nomade, regagne son camp après avoir brillamment vaincu une tribu rivale. Une bonne nouvelle l'attend dans sa yourte. Une autre raison d'être fier. Son épouse vient de lui donner un fils. Yesugei ne vivra pas assez longtemps pour voir son fils régner sur le plus grand empire du monde. Il ignore qu'il a engendré le futur Gengis Khan. Il vint au monde en serrant dans son poing droit un caillou de sang gros comme une astragale. On lui donna le nom de Temujin. Pour les chamans, ce caillou de sang était un signe divin, présageant que l'enfant serait un grand guerrier. Temujin est venu au monde dans une famille noble. Yesugei, son père, un guerrier renommé, s'est illustré déjà dans des batailles décisives pour son clan. Ces nomades passent la plus grande partie de leur vie à cheval. Alors comme tous les enfants mongols, Temujin doit très tôt maîtriser l'art de l'équitation, indispensable pour les battues de chasse dans la steppe immense. Des camarades de jeu, Temujin en a beaucoup dans son propre clan. Mais il y en a un parmi eux qu'il aime vraiment comme un frère. Il s'appelle Jamuk. Malheureusement, la volonté de puissance peut prévaloir sur la plus solide amitié. C'est la loi de la steppe. Temujin et Jamuk sont destinés à devenir les pires ennemis du monde. Pour l'instant, ils se considèrent comme frères de sang et, par l'échange rituel de flèches, se proclament Anda, c'est-à-dire amis jurés. Il serait amèrement surpris s'il pouvait à l'instant se projeter dans l'avenir. Temujin a 9 ans lorsque son père, sans doute pour sceller une alliance avec un autre clan, décide de le fiancer. Ils partent ensemble à la rencontre des tribus voisines. Temujin, rapporte la chronique, remarque une petite fille qui a de l'éclat sur le visage et du feu dans les yeux. Elle s'appelle Beurté. Ça veut dire le bleu du ciel.
Le père de Temujin propose de les fiancer. Le père de Beurté accepte et accueille Temujin. Comme le veut la coutume mongole, il devra vivre quelque temps dans la famille de sa promise. De longues chevauchées côte à côte suffiront pour que Temujin et Beurté se sentent destinés l'un à l'autre. Mais ils ont encore l'âge de l'insouciance et ne se doutent pas de l'adversité qui les attend. Le lendemain, un messager vient apprendre à Temujin que son père Yesugei a été assassiné, empoisonné par des Tatars, d'anciens adversaires de son clan. Temujin doit regagner son campement au plus vite. Toutefois, le père de Beurté, sans doute persuadé qu'il fera un bon mari pour sa fille, s'engage à la lui garder pendant 4 ans. Quand le chef d'un clan disparaît, sa famille n'est plus rien. Du jour au lendemain, Temujin, sa mère, son frère et ses 2 demi-frères sont exclus de leur tribu. Tous les autres étaient partis, abandonnant la veuve et ses fils. Mais cette femme était une âme forte. À l'aide d'une pique en bois, elle alla jusqu'à déterrer des racines pour nourrir ses enfants. La famille de Temujin, autrefois si riche, se retrouve dans le plus grand dénuement. Un oignon, un fruit ou un poisson est un trésor que l'on défend farouchement. Les disputes sont de plus en plus fréquentes entre Temujin et ses demi-frères, et de plus en plus violentes. Pour Temujin, ces conflits équivalent à une guerre dont l'issue est certaine. En tant qu'aîné, il se sent investi de certains droits, comme celui d'éliminer son demi-frère détesté. Assis dans une clairière, Bekter surveillait les chevaux. Temujin et son autre frère arrivèrent à pas de loup et bandèrent leurs arcs. Mais Bekter, les voyant, s'écria « Ne suis-je qu'une poussière dans vos yeux? Qu'un corps étranger dans vos bouches qui menace de vous étouffer? Comment pouvez-vous agir ainsi, alors que nous n'avons d'autre ami que notre ombre ?» Les nouvelles vont vite dans la steppe. La froide détermination de Temujin, son goût de la vengeance, dénote une force de caractère potentiellement dangereuse. Des ennemis de son clan décident de le tuer et lancent à ses trousses une dizaine de soldats. Ils furent terrifiés à l'approche des soldats. Khazar, le jeune frère de Temujin, tira une volée de flèches pour les tenir à distance. C'est alors que les attaquants crièrent « Envoyez votre frère aîné, Temujin. Nous n'avons que faire de vous autres. » À ces cris, sa mère et ses frères firent monter Temujin sur un cheval pour qu'il s'enfuit.
L'histoire secrète raconte que Temujin passa 9 jours et 9 nuits dans la forêt avant d'être débusqué et ligoté par ses poursuivants. Le voici désormais prisonnier du camp ennemi et réduit en esclavage. Ridiculisé, humilié, il est forcé de servir ses tortionnaires, la rage au cœur. Temujin sera un jour un grand chef. Certains de ses ennemis se souviennent de la prophétie du chaman qui l'a vu naître et n'osent pas l'avilir. Mais la plupart des autres n'ont aucun respect pour lui. La nuit, on lui met une cangue, un joug en bois qui emprisonne le cou et les avant-bras, et il est placé sous bonne garde. Mais Temujin n'est pas destiné à une vie d'esclave. Pensant qu'on le verrait s'il courait vers le bois, il se glissa dans la rivière et, la tête et les bras toujours pris dans sa cangue, il se laissa flotter au fil de l'eau. Passant près de la rivière, Sorkan Sira, l'un de ses poursuivants, vit Temujin. Mais au lieu de le dénoncer, il lui dit à voix basse : « C'est justement parce que tu es si astucieux qu'ils ont peur de toi. Ils disent que tu as du feu dans les yeux et de l'éclat sur le visage. Reste caché ici, je ne dirai rien. » Chigi Kuduku note que Temujin parvint à s'échapper. Mais son récit ne relate que très brièvement les années qui suivirent. On retrouve Temujin avec une certaine maturité et une autorité déjà bien assise. Il est à la tête d'une petite armée. Après des années de recherche et maintes péripéties, il a retrouvé Beurté, la fiancée de son enfance, et l'a épousée. Le mariage de raison voulu par son père a donc finalement eu lieu et lui assure l'appui d'un clan. Mais pour affermir son pouvoir, Temujin a besoin d'autres alliés. Il a pensé à Tooril le Kéraïte, un ami proche de son père. Jadis, mon père et toi étiez des alliés jurés, lui dit Temujin. Tu es donc comme un père pour moi. Et puisque j'ai pris femme, je t'apporte le cadeau de première rencontre de l'épouse à ses beaux-parents. Tooril accepte la police de Xiblin et assure à Temujin qu'il l'aidera à rassembler son clan et qu'il est même prêt à lever une armée pour l'aider. Temujin doit maintenant constituer une armée solide et sûre d'elle. Il recrute des hommes de peu,
bergers ou forgerons, mais tous des jeunes gens pleins de fougue qu'il va former à l'art de la guerre. Pour s'assurer leur obéissance, il leur promet razzia et récompense. Les jeunes recrues apprennent un exercice unique en son genre. Tirer des flèches au grand galop. Voilà ce qui fera de l'armée mongole la plus redoutable de son époque. Même en temps de paix, on se prépare toujours à la guerre dans un campement mongol. Cela fait partie de la vie quotidienne qui s'écoule par ailleurs tranquillement. C'est aux femmes que revient le soin de tondre les moutons et de tanner les peaux, de traire les vaches, d'entretenir les yourtes et les chariots. Fumer la viande, principale denrée pour les longues expéditions, est l'affaire des hommes. De même que la préparation de l'ayrak, le lait de jument fermenté. L'ayrak, c'est le nerf de la guerre. Un aliment de base riche en vitamines, indispensable pour les nomades qui ne consomment ni fruits ni légumes. Un breuvage si précieux qu'il est souvent la cause de dissensions entre les clans. Les armes aussi sont le domaine des hommes. Il faut un savoir-faire très précis pour confectionner celle-ci, une arme miracle qui fera la supériorité des Mongols sur n'importe quel ennemi. L'arc réflexe. Fait d'un minutieux assemblage de couches de bois et de cornes, il est bien plus rapide que l'arc européen, et sa portée est d'au moins 900 mètres. L'arsenal des Mongols comprend aussi, bien sûr, le sabre, qu'ils fabriquent sur ces forges rudimentaires. L'arc réflexe est tellement puissant qu'il faut 2 hommes pour le cintrer à l'inverse de sa courbure naturelle au moment d'y fixer la corde en boyau. Une flèche tirée avec cet arc peut transpercer une côte de maille. Armés de cet arc et lancés au grand galop sur leurs chevaux de steppe rablés et vigoureux qu'ils montent à la perfection, les Mongols s'affirment en guerriers presque invincibles. Mais avant d'affronter les armées de l'Ouest, Temujin et ses hommes vont devoir en découdre avec les puissantes tribus qui les entourent à cette époque. Les Merkites, les Naïman, les Tatars. Tous ces peuples ont beau être souvent en conflit, ils partagent la même culture nomade, régie par des règles et des traditions communes. Le nom de Mongol ou de Tatar évoque en général des barbares sans foi ni loi. Pourtant, entre 2 guerres, les chefs tribaux, les Khans, profitent avec faste des fruits de leur victoire. Ils aiment la musique, la danse, la compagnie des femmes. Des femmes, plus un Khan est puissant, plus il en a. Une 12aine d'épouses et autant de concubines. Nombre d'entre elles ont été achetées ou enlevées lors des razzias et amenées de force à la cour du Khan. La mère de Temujin elle-même avait été enlevée par son père, Yesugei, alors qu'elle se rendait en cortège nuptial dans la famille de son futur époux, le chef d'une tribu merkite. Une pratique courante, mais qui entraîne parfois de terribles représailles.
Un jour, au cours d'une grande chasse en battue qui l'a mené loin de son campement, Temujin devra répondre de ce rapt commis autrefois par son père. Ils avaient établi leur campement aux sources de la rivière Keroulen, quand un matin, très tôt, une vieille femme qui était au service de la mère de Temujin sortit de sa yourte affolée. « Levez-vous, levez-vous, vite ! Le sol tremble et j'ai entendu un grondement. » Temujin est seul avec ses proches à des kilomètres de son armée. Une seule solution, fuir au grand galop. Seulement, il n'y a pas assez de chevaux pour tout le monde. Il n'en reste plus qu'un pour la mère et la femme de Temujin. C'est à lui de faire un choix. Il ordonne à sa mère d'enfourcher le dernier cheval. Beurté, sa jeune épouse, reste seule avec une servante. À elle de se défendre comme elles pourront contre l'ennemi qui ne tardera plus. La servante fit grimper Beurté dans un chariot et y attela un bœuf. Elle allait pour partir lorsque les guerriers arrivèrent. Interrogée par les cavaliers merkites, elle prétend ne rien savoir de Temujin et de sa famille. Beurté est kidnappée. Il faudra 9 mois pour la retrouver et la reprendre à ses ravisseurs. Temujin vengera cet affront en attaquant les merkites avec une violence sans précédent. Comme s'ils étaient passés par l'ouverture à fumée de la yourte, ils leur tombèrent dessus, s'emparèrent des femmes et des enfants, arrachèrent le seuil sacré, là où veillent les esprits, et le brisèrent en deux. Cette brutalité va allumer une haine inextinguible entre Mongols et merkites. Mais Temujin ressort de ce règlement de compte tout auréolé de gloire. Vers l'an 1200, de plus en plus de clans se rallient à lui. Il va pouvoir passer à un autre objectif, venger la mort de son père. Autrement dit, défier les redoutables Tatars. Depuis les temps anciens, les Tatars ont fait périr nos pères. L'heure de la vengeance a sonné. Nous les tuerons, nous les écraserons, nous les massacrerons tous jusqu'au dernier. La colère et l'hostilité qui couvaient depuis des générations se déchaînent. Avec la même intensité dans le camp des Tatars qu'on appelle les fils de l'enfer, que dans celui des Mongols, galvanisés par ce chef qui a juré de régner en maître sur tous les peuples d'Asie centrale.
Temujin tient parole. Il fait décapiter tous les Tatars qui ne sont pas morts au combat. Seuls les enfants et les femmes susceptibles de devenir des concubines sont épargnés, mais réduits en esclavage. Cependant, Temujin n'est pas le seul à vouloir mettre sous son joug toutes les tribus de l'Est. Son ami d'enfance, son frère de sang, Djamouk, est devenu lui aussi un grand général. Mais avec le temps, leur amitié s'est muée en une animosité tenace. Djamouk a formé une coalition de clans hostiles à Temujin. Le sacrifice d'un cheval, accompli par des chamans, est le rituel obligé pour officialiser ses intentions guerrières. Temujin, lui, a toujours à ses côtés son fidèle allié, Tooril, le chef des Kéraïtes. Mais celui-ci a un fils jaloux de son pouvoir. Djamouk va mettre à profit cette jalousie. Temujin n'est plus à nos côtés. Alors que moi, comme l'alouette des champs, je demeure près de vous. Lui est l'alouette des airs, qui migre quand vient le froid. Il a déserté notre camp pour se rallier à nos ennemis. Ainsi, Temujin traiterait avec l'ennemi Naiman. À la cour de Tooril, on a prêté l'oreille à ses accusations. Temujin va vite le comprendre. Lors d'une audience, il propose à Tooril un mariage entre son fils et la petite fille du vieux chef, en vue de renforcer son alliance et d'augmenter ses chances de lui succéder sur le trône. Mais le fils de Tooril a bien retenu la leçon de Djamouk. Il insulte Temujin, qui ne lui pardonnera pas une telle humiliation. Djamouk est satisfait. Son plan fonctionne à merveille. Il ne lui reste qu'à convaincre Tooril. Temujin échange messagers et émissaires avec les Naiman. Sa bouche a beau parler de père et de fils. Son comportement est tout autre. Comment pouvez-vous lui faire confiance? Si vous ne prenez pas les devants, qu'adviendra-t-il de vous? Partez en guerre contre lui maintenant. Je vous aiderai en l'attaquant à revers. L'alliance est scellée. Les armées de Tooril et de Djamouk réunies attaquent de concert celles de Temujin. Un âpre combat dont chacun connaît les enjeux. Le vaincu sera anéanti sans merci. Le vainqueur régnera en maître absolu sur toute la steppe. Comme dit l'adage mongol, il ne peut y avoir deux ours dans la même caverne. La bataille dure 3 jours, et c'est Temujin qui en sort victorieux. Tooril est mort et Djamouk est en fuite. Temujin peut désormais prétendre au titre de Grand Khan. Djamouk s'est réfugié dans les montagnes avec quelques-uns de ses partisans.
Lui qui hier encore commandait à des dizaines de milliers de soldats, le voici condamné à se cacher. Déjà, il mûrit sa vengeance contre Temujin. Il se dit prêt à s'allier avec ses ennemis d'hier et à attaquer son propre clan. Mais lassé de ce chef autoritaire et versatile, ses partisans ourdissent un complot contre lui. Les renégats ont décidé de livrer Djamouk à Temujin. Ils espèrent ainsi que le Khan, reconnaissant, les épargnera. Ils se trompent lourdement. Comment laisser en vie des hommes qui ont porté la main sur leur propre roi? Qui pourrait faire confiance à de tels individus? Il faut les exterminer, jusqu'au dernier. Temujin propose à Djamouk d'enterrer la hache de guerre et lui offre à nouveau son amitié. Mais Djamouk refuse. Rongé par la honte et le remords, il ne réclame qu'une chose: mourir honorablement. Mon allié juré, accorde-moi une faveur, une seule. Fais en sorte que l'on me tue sans que mon sang soit versé. Son souhait sera exaucé. Temujin le fera étouffer. En 1206, Temujin a 44 ans, une assemblée de chefs de tribus le proclame solennellement empereur de tous les nomades des steppes mongoles. Tous les chefs de clan viennent lui rendre hommage lors d'une grandiose cérémonie d'investiture. Temujin, puisque tu es notre roi, nous t'amènerons les filles et les dames aux belles joues des tribus étrangères. Si, au moment de croiser le fer, nous devions faillir à tes ordres, fais-nous couper la tête sur le champ. Prends-nous nos enfants et nos épouses, et pars en nous abandonnant à la terre déserte. Il est le premier à porter le titre de souverain universel. En mongol, Chinggis Khan.
Achevant de mettre en ordre le peuple mongol, Gengis Khan déclara « Ceux qui ont établi la nation à mes côtés, je les nommerai seigneurs de milliers. » Gengis Khan a décidé, pour consolider son pouvoir, de restructurer radicalement son armée. Sans tenir aucun compte des filiations tribales, il place ses plus fidèles soldats à la tête de 1000 hommes, d'où leur titre de « seigneur de milliers ». À la tête de 10 cavaliers, il place un chef, appelé 10 aigniers. À 10 groupes de 10 commande un officier dénommé centenier, et ainsi de suite, jusqu'aux généraux. Qu'un seul homme prenne la fuite lors d'un combat, et tout son groupe sera passé par les armes. Peu lui importe le statut de ses sujets. Il élève au rang de général des bergers et des charpentiers. Il recrute également une garde personnelle de 10 000 soldats d'élite, tous des fils ou des frères de généraux et d'aristocrates. Des otages en quelque sorte, qui assurent l'empereur de l'obéissance de leur famille. Gengis Khan a établi l'ordre et la paix dans la steppe. Il peut maintenant aller porter la guerre sur les terres qui s'étendent au-delà. Il envoie des troupes en reconnaissance dans toutes les directions pour trouver des royaumes à piller ou des nations entières à conquérir. Ni le désert de Gobi ni le terrible Taklamakan n'arrêtent les éclaireurs mongols. Dans le froid mordant comme dans la chaleur extrême, les petits chevaux de la steppe s'avèrent aussi résistants que leurs cavaliers. Ils reviennent avec de bonnes nouvelles. Aucun des royaumes qu'ils ont atteints ne soupçonne la menace d'invasion imminente. Эзэн хаан минь. Надад муу зүйл тохиолдож акт мордыг минь хулгайлж эд зүйлсийг минь шатаалаа. Gengis Khan a une armée à la hauteur de ses ambitions. Il lui faut à présent une loi universelle écrite applicable à tous les peuples qu'il veut assujettir. Il décide de réunir en un code juridique l'ensemble des règles et coutumes ancestrales qui régissent depuis toujours la vie des Mongols. Chigi Kuduku est chargé de rédiger ce code et de veiller à son application. Punit la trahison et le vol. Fait taire le mensonge. Châtie ceux qui doivent être châtiés. Consigne tout ceci dans le registre bleu. Et que nul ne modifie ce que Chigi Kuduku a écrit sur le papier blanc du registre bleu. Ayant réorganisé ses armées et son administration, Gengis Khan se sent prêt à attaquer son voisin le plus puissant. À cette époque, ce qui est aujourd'hui la Chine était divisé en deux États. Celui des Jin au nord et au sud, l'empire des Song. L'expédition est suffisamment hasardeuse cette fois pour que Gengis Khan consulte un chaman. Doit-il ou non se lancer dans cette guerre? Les chamans sont les intermédiaires entre l'individu et le cosmos, le monde d'en haut. Celui-ci pratique la divination par les osselets.
Cet os s'est fendu dans le sens de la longueur. C'est un présage de guerre. Le souverain a réuni son armée. Direction le sud-ouest, la plus riche région d'Asie. Femmes, enfants et domestiques sont du voyage, ainsi que quelques 100 000 chevaux et d'énormes troupeaux de chèvres et de moutons pour nourrir ce régiment disparate. Gengis Khan ordonne que sa impériale soit hissée sur une plateforme roulante tirée par plus de 20 bœufs. Il conduit d'abord son armée contre les Tangout. Ces derniers se réfugient dans une ville fortifiée, contrariant provisoirement les plans des Mongols. Un long siège aura finalement raison des Tangout. Ils se rendent et font aux Mongols toutes sortes de présents. Mais pas question pour eux de joindre leurs troupes à celles de Gengis Khan. Ce refus leur coûtera cher. Quand le cheval est scellé, il faut le monter, dit-on chez les Mongols. Gengis Khan doit maintenant se lancer dans la conquête de ce pays immense et densément peuplé qu'est la Chine. En 1211, il marche sur le royaume Jin. Les Mongols devront franchir la Grande Muraille et combattre au passage de nombreuses résistances. Mais les voici enfin devant la capitale impériale, Pékin. Il faudra des années de lutte, des assauts répétés et une stupéfiante habileté tactique pour qu'en 1215, enfin, Pékin se rende. La ville est mise à sac et, selon l'expression consacrée, pas une tête n'est laissée sur un corps. Gengis Khan est au sommet de sa gloire. Ses troupes écrasent les derniers insurgés, attaquent le sultanat du Kharzem, ce qui correspond à l'Iran et à l'Afghanistan réunis. Boukhara capitule, puis Samarcande. Reste encore à punir les Tangout. Les Tangout avaient failli à leur promesse de se rallier aux troupes de Gengis Khan. Il s'est lancé dans une seconde campagne contre eux et les a anéantis. Ce livre s'achève maintenant, au 7e mois de l'année du rat. Les fils et successeurs de Gengis Khan n'auront de cesse d'élargir l'empire mongol. Ils vont conquérir toute la Chine, puis atteindre au sud le Laos et le Cambodge. À l'est, leur domination s'étendra jusqu'en Corée. Au nord, les troupes mongoles franchiront l'Oural pour envahir l'immense Russie. À l'ouest, enfin, elles parviendront à la Méditerranée et aux portes de Vienne. Au début du XIVe siècle, l'empire mongol couvrait 30 millions de kilomètres carrés d'un seul tenant, soit 50 fois la France. Mais Gengis Khan ne connaîtra jamais cette expansion. En 1226, il fait une chute de cheval au cours d'une chasse et meurt quelques mois plus tard. Sa dépouille sera transportée jusqu'à sa terre natale, la Mongolie. Selon certaines sources, 1000 chevaux auraient piétiné sa tombe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une trace.
Barbare assoiffé de pouvoir et de sang pour les uns, stratège de génie pour les autres, Gengis Khan a vécu la plus prodigieuse épopée de tous les temps. Et pendant 1 siècle et demi, le souverain universel et ses successeurs ont tenu le sort du monde entre leurs mains. Dans un instant, l'aventure continue en mer des Caraïbes avec la dernière expédition de Christophe Colomb.